Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à ce cycle de webinaires dédié à la trésorerie. Alors, je suis Philippe Guimbert, je suis conseiller entreprise et industrie pour le compte de la CCI Alsace-Eurométropole. Je suis également un ancien financier puisque j'ai été banquier une partie de ma vie, et d'où ma sensibilité à la question de la trésorerie. Et c'est d'autant plus prégnant en ces périodes un peu compliquées de sortie de confinement. Alors, ce deuxième webinaire fait suite à un premier qui a eu lieu le 24 septembre dernier. Et ce 24 septembre, nous avions présenté tout l'intérêt de piloter finement la trésorerie. Donc, c'était le pourquoi. Aujourd'hui, on passe dans une seconde phase, dans un deuxième webinaire d'1 heure, qui lui sera dédié au comment faire. Pourquoi comment faire? Parce que il vous faut élaborer un tableau de trésorerie qui vous servira d'outil de pilotage. C'est la base, quelque part. Ensuite, on va vous apporter, enfin, Monsieur Ripaud, ici présent, des méthodes et des techniques pour la construction et l'entretien de ces prévisions de trésorerie. Parce que c'est pas parce que vous faites un tableau, il n'est pas fixe ce tableau de trésorerie. Et ce qu'il faut surtout, c'est l'ancien banquier qui vous parle, il faut vraiment optimiser vos relations avec vos financeurs. Le fait de pouvoir anticiper des sorties, c'est toujours mieux que de venir de la veille sur le lendemain et dire « écoutez, j'ai un gros besoin ». Tout ce qui est anticipé peut se préparer, peut se négocier, ce qui n'est pas forcément le cas avec des surprises qui sont souvent de mauvaises surprises. Voilà. Alors, comme d'habitude et comme la dernière fois, nous faisons appel au même expert de la question, Frédéric Ripaud, en l'occurrence, expert comptable, commissaire aux comptes, et également associé chez Grant Thornton, que je remercie infiniment de passer du temps pour nous et pour toutes les entreprises qui se sont intéressées à ce webinaire. Alors, en matière technique, donc c'est 1 heure maximum. On tâchera donc de tenir dans ce créneau. Les questions, vous pouvez les poser par écrit sur la fonction de Teams qui le permet. J'essaierai de les amalgamer pour essayer de les orienter et on y répondra dans les 5 dernières minutes ou plutôt si Frédéric aura fini plus tôt. Le diaporama est enregistré. Il sera disponible sous quelques jours sur YouTube. Je vous enverrai les liens, comme l'est déjà le premier diaporama du 24 septembre dernier. Et juste, alors apparemment c'est le cas, tout le monde a fait, mais pensez et n'oubliez pas surtout d'éteindre vos micros respectifs. Frédéric, je reprendrai la main à la fin pour vous donner quelques recommandations d'usage, mais je passe la main à Frédéric. Tu peux lancer la technique pour mettre ton diaporama en route. Bonne réunion. Merci Philippe. Merci Philippe pour ma présentation. Donc je vais pas la refaire. Donc nous chaînons sur un deuxième module qui va être un peu plus opérationnel sur les modalités de construction de la prévision de trésorerie. Et ici. Alors attendez, je partage. C'est bon, on voit mon écran? C'est tout bon. Parfait. Oui. Très bien. Alors, je vais commencer avec 2 slides juste de rappel. Pardonnez-moi, Frédéric, juste, il y a une fonction focus également pour les gens chez qui ça apparaîtrait en trop petit sur l'écran. Vous avez dans les 3 petits points, dans le menu déroulant, une fonction focus qui permet d'agrandir l'écran. Voilà. Je me tais. Non, mais tu as raison, ce sera une bonne chose. Ouais. Alors, quelques rappels de contexte sur les 2 prochains slides par rapport à ce qui a été dit la semaine précédente sur la prévision de trésorerie. Donc, la prévision de trésorerie, elle modélise des flux de trésorerie en date d'opération. Donc, on n'est pas dans une logique de date de valeur. Il ne faut pas du tout s'imaginer que grâce à un tel outil, on va pouvoir prévoir le solde prévisionnel dans vos soldes bancaires. Premier point. Second point, qui est le plus important et qui sera le fil conducteur de toute la présentation, c'est qu'une bonne prévision de trésorerie, c'est avant tout une bonne prévision d'exploitation. C'est-à-dire qu'il faut qu'avant de faire ces prévisions de flux de trésorerie, vous soyez en capacité de construire et de présenter un compte de résultats prévisionnel avec vos flux d'activité en produits d'exploitation ou en charges d'exploitation au mois le mois, à minima, pour ensuite déterminer quels seront les flux de trésorerie qui y seront associés. Le pas de la prévision de trésorerie dépend du pas du budget prévisionnel. Quand on parle de pas, c'est la périodicité. Donc, le mois est une bonne maille pour l'analyse. Dans des contextes
de plus grandes difficultés financières ou avec une volonté d'être plus fin dans l'analyse, on peut bien sûr mener ces analyses à la semaine, mais ça nécessite en amont que vos prévisions d'exploitation soient elles aussi réalisées à la semaine. Aucun retard ne doit être modélisé. Alors je l'ai remis parce que d'ailleurs Philippe, à l'issue de notre webinaire précédent, m'avait posé une question sur ce point qui n'était pas clair. Ne modéliser aucun retard, c'est-à-dire que quand on pose ces hypothèses, il ne faut pas déjà intégrer des leviers qui seraient actionnables. Alors un mauvais levier, par exemple, ce serait de retarder le paiement d'un fournisseur. Même si vous l'avez à l'esprit pour l'un d'entre eux, ne le modélisez pas tout de suite. Il faut vraiment qu'on parte sur une base qui corresponde au mieux à une activité normale, et ensuite, sur cette base, vous serez amené à prendre les décisions nécessaires. On raisonne toujours en trésorerie liquide, hors mode de financement, et quand on utilise du factoring, il ne faut pas le considérer comme un flux d'exploitation, parce qu'en soi, c'est un flux de financement. Encore quelques rappels sur ce slide. Pour l'horizon de la prévision de trésorerie, ça peut être de quelques semaines à 12 mois. Tout va dépendre en fait de vos impératifs et puis des interlocuteurs avec qui vous allez échanger. Si c'est pour votre suivi quotidien, encore une fois dans un contexte de trésorerie tendue, le suivi à la semaine est pertinent. Si ça n'est pas le cas, dans une logique de communication avec vos associés ou avec les banques, une prévision à 12 mois est plus adaptée. Les parties prenantes pour construire les tableaux de trésorerie qu'on va voir ensemble, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est l'ensemble des forces vives d'une entreprise, sa direction générale, son comptable bien sûr, mais aussi la personne qui gère les payes, les effectifs, les commerciaux. Enfin, finalement, quels que soient les acteurs de l'entreprise, à un moment donné ou à un autre, ils font sans le savoir de la comptabilité et avec des flux de cash associés. Sur l'horizon court terme ou long terme, j'en ai parlé. Pour les destinataires, alors Philippe parlait de la discussion avec les banquiers. Alors effectivement, c'est un point important, mais la prévision de trésorerie ne va pas servir qu'à échanger avec les banquiers. Pour vous, à votre niveau en tant que chef d'entreprise, c'est déjà un outil pour savoir où vous en êtes, pour mobiliser toutes vos forces vives avec vos équipes, échanger si besoin est avec vos coactionnaires et bien sûr les banquiers. Sur le support, il y a des logiciels métiers qui existent, mais dans un premier temps, l'outil Excel est le plus adapté parce qu'il offre une très grande souplesse et donc il peut s'adapter aux spécificités de votre activité. Après, bien sûr, reste le risque que d'erreur qu'il faut couvrir quand on a un regard expert. Bon, voilà pour ces quelques rappels. Alors, comment construire la prévision de trésorerie? Eh bien, il y a deux méthodes. Une méthode directe et une méthode indirecte. Alors, vous allez me dire, mais on fait laquelle? La directe ou l'indirecte? Alors, la méthode directe, je vais trop vite, c'est celle qui correspond un peu à notre suivi de notre budget personnel. C'est-à-dire que fin de mois, vous touchez votre salaire sur votre compte en banque, vous avez vos dépenses, et on est vraiment dans une comptabilité de trésorerie où il y a des flux entrants et des flux sortants qui permettent de suivre un solde évolutif de trésorerie. C'est une granularité assez précise, parce qu'on parle vraiment de court terme, et c'est vraiment adapté pour des entreprises qui sont en phase de croissance, soit en début d'activité, soit qui tout d'un coup une activité plus forte, ce qui va potentiellement entraîner des besoins de trésorerie. Oui, donc il faut une visibilité à court terme. Alors ça, c'est pour les entreprises de croissance, et pour des situations plus difficiles, c'est encore plus un impératif pour pouvoir identifier quelles sont les impasses de trésorerie pour, si besoin, vous rapprocher de vos banquiers. Et ça permet également de prévoir un potentiel risque de cessation des paiements. Ça, c'est la méthode directe. La méthode indirecte, que nous verrons par la suite, elle va partir de l'EBITDA. Alors, excusez-moi du jargon, c'est finalement en français l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire tous les flux du compte de résultat qui ont un impact de trésorerie sur la période, qu'on va corriger de plusieurs points. La variation des composantes du besoin en fonds de roulement. Pour rappel,
Ces composantes, c'est les clients, les stocks et les fournisseurs. Et votre budget d'investissement, appelé sur ce slide de CAPEX, et les flux de financement. Donc c'est une vision un peu plus long terme, sur 12 mois, parfois plus, qui permet de coucher sur le papier votre stratégie de développement, et puis avec tous les impacts de trésorerie qui vont en découler. Parce qu'encore une fois, on peut être dans une situation très favorable de croissance d'activité, mais connaître des difficultés de trésorerie, parce qu'à un moment, il faut financer du stock, et les clients en nombre plus important peuvent peser sur la trésorerie parce qu'ils tardent à régler leurs factures. Et cette approche dite indirecte, son autre intérêt, c'est qu'elle va permettre de piloter plus précisément les composantes du besoin en fonds de roulement, qui sont des facteurs clés pour une amélioration de votre situation de trésorerie. Alors finalement, l'une ou l'autre, que dire, si ce n'est qu'en fait ces approches sont totalement complémentaires. Elles sont complémentaires suivant les types d'interlocuteurs que vous avez et suivant le degré d'urgence de vos analyses. Le court terme, donc méthode directe, et pour une vision un peu plus long terme, une méthode dite indirecte. Alors on va commencer par la méthode indirecte. Comment fait-on? On construit ce qu'on appelle un tableau de flux de trésorerie. Là, il est à l'année, mais il peut tout à fait être au mois. Vous allez avoir tous les flux de trésorerie décomposés en trois natures. Ceux qui sont liés à l'exploitation, donc on retrouve le fameux agrégat EBITDA qui est en fait l'ensemble des flux du compte de résultat qui ont un impact de trésorerie, au fur et à mesure pour chaque période, et avec les variations des besoins en fonds de roulement qui vont venir grever la trésorerie ou alors l'améliorer. Alors juste un éclairage peut-être utile. On peut avoir une activité forte avec un poste client qui gonfle. Est-ce que c'est une bonne chose pour le niveau du chiffre d'affaires? Oui, ça l'est. Mais toute la trésorerie qui correspond à ces créances clients, finalement, c'est de la trésorerie qui n'est pas dans votre comptabilité. Et donc, quand un poste client augmente, ce n'est pas forcément une bonne chose, hein, parce que vous allez vous retrouver avec de la trésorerie dehors qui est censée venir prochainement, mais qui parfois peut poser des difficultés s'il y a des retards dans le suivi des relances. Autre flux d'activité, on a tout ce qui est impôt sur les sociétés. Voilà pour les flux d'activité qui sont vraiment le cœur de votre business. Après, deux autres catégories de flux qu'on va trouver, ce sont les flux liés aux investissements, où vous allez modéliser soit à l'année, soit au mois, les flux de trésorerie que vous envisagez de décaisser pour renouveler votre parc matériel, acquérir de nouveaux bâtiments, ou enfin, quelle que soit la nature de l'investissement. Nature d'investissement qui lui-même sera certainement pour partie financé par des flux d'exploitation, mais très souvent, surtout, par des flux de financement. Et donc, ces flux de financement, suivant la même logique, on les formalise au mois le mois ou à l'année l'année pour qu'on ait une bonne compréhension de l'équilibre global de la structure financière de l'entreprise. On a un solde de trésorerie à l'ouverture et on a un solde de clôture. Et la variation de cette trésorerie, elle provient justement de ces trois composantes: les flux d'exploitation, les flux d'investissement et les flux de financement. Sur les projections d'investissement, quand vous communiquez avec un partenaire bancaire, il est important de préciser s'il s'agit d'investissement de renouvellement ou de développement. Parce que très clairement, enfin, voilà, dans le discours, la perception sera différente et il est utile de faire la distinction entre ces deux flux. Pour la projection d'impôt sur les sociétés, on part sur le principe, quand on réalise une prévision au mois le mois, de modéliser les décaissements périodiques avec les différents acomptes, qui peuvent être significatifs d'une période à l'autre, avec toujours un point d'attention important, qui est que quand vous payez de l'impôt sur les sociétés, vous en paierez en 2020, ce sera sur la base de votre résultat fiscal de l'année précédente. Donc, si vous anticipez des variations d'activité, voire de potentielles baisses d'impôts, vous pouvez déjà négocier
une baisse des montants à verser, pour ne pas pénaliser votre trésorerie. Parfois, c'est regrettable de voir des entreprises qui sont profitables, qui à un moment connaissent une difficulté et qui ont continué à payer des acomptes sur la base de leurs résultats passés, donc avec des flux de trésorerie importants qui sortent, alors que la société en avait besoin et qu'elle est tout à fait en capacité de négocier avec l'administration fiscale le fait de réduire ses versements d'acompte compte tenu d'une modification du niveau d'activité. Dans les projections de financement, alors bien sûr, naturellement, on trouve tout ce qui est nouveaux emprunts bancaires et échéanciers de remboursement, mais il y a également des points autres du type variation de vos comptes courants, vous en tant que dirigeant, ou alors la modélisation de dividendes que vous souhaitez vous verser à telle ou telle période et qui peuvent avoir un impact important sur votre situation de trésorerie. Dans ce tableau de trésorerie, ce qui est le plus difficile à cerner, c'est les variations, c'est la projection des composantes du besoin en fonds de roulement. Et donc pour ce faire, on a deux méthodes. La première, elle va être basée sur votre chiffre d'affaires, ou sur la base du chiffre d'affaires historique, vous allez regarder à combien de jours de chiffre d'affaires correspondent le cumul de votre besoin en fonds de roulement. Donc, on prend une position à date, stock, créances, plus dette fournisseur, qui vont donner un montant du besoin en fonds de roulement. Et puis, on rétropédale, on regarde en arrière le chiffre d'affaires qui a été généré le mois précédent, le mois d'avant, voire celui d'avant, et on mesure finalement quel est le poids de ce besoin en fonds de roulement par rapport à un nombre de jours de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que par la suite, quand vous faites une projection et que vous avez un degré d'assurance suffisant sur ce nombre de jours de chiffre d'affaires pour le besoin en fonds de roulement, eh bien, en faisant varier le chiffre d'affaires par rapport à vos projections, mécaniquement, ça fera évoluer le besoin en fonds de roulement avec les impacts de trésorerie qui y sont associés. On peut aussi adopter une méthode plus fine où on va aller au sein des composantes du besoin en fonds de roulement parce que finalement, les natures sont assez différentes. Où on va aller faire une estimation sur chaque agrégat de ce besoin en fonds de roulement, à savoir stock, créances, dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation, ou suivant la même logique, on va regarder l'évolution du poste à date par rapport au flux d'exploitation des jours et des mois précédents. Si on prend par exemple les stocks, alors ça va dépendre de la nature des stocks. Est-ce qu'on parle de stock de matière ou est-ce qu'on parle de stock de produits finis? Stock de matière, on va regarder finalement ce que représente le volume, la valeur des stocks en jours d'achat. Peut-être que ça représente 15 jours d'achat, 45 jours d'achat ou plus. Et la logique va être la même pour les postes clients et les postes fournisseurs. On va regarder l'état du solde à date, qui est un montant X, et on va regarder pour les clients à combien de jours de chiffre d'affaires ça correspond, chiffre d'affaires passé, et pour les fournisseurs, à combien de jours d'achat ça correspond. Et là, ça vous donnera une moyenne qui pourra être utilisée dans cette méthode indirecte pour estimer quelle sera l'évolution donc des stocks, des créances clients et des dettes fournisseurs en fonction de votre niveau d'activité. Pour les dettes fiscales et sociales, on raisonne plus par rapport à un poids relatif par rapport aux charges correspondantes. Là, c'est donc la méthode indirecte, qui est plutôt orientée long terme. Alors, quand je dis long terme, on va dire sur 12 mois, mais c'est le même modèle si on fait un business plan à 5 ans, enfin, c'est cette logique. Pour la méthode directe, on va être sur une maille temporelle beaucoup plus courte. Alors, on va le scinder en plusieurs étapes. Là, je vais vous donner quelques exemples chiffrés, et puis après, on reviendra sur la théorie pour remettre les concepts en place. Premier point important, ça va être de faire ce qu'on appelle l'apurement du bilan d'ouverture. Alors, vous allez me dire, c'est quoi? C'est dans le bilan, vous avez un poste client à date, un poste fournisseur, et puis notamment des dettes fiscales et sociales. Et donc, cet encours, qui est le poste à date de début de la prévision, on va devoir déterminer à quel rythme les postes vont se vider. C'est-à-dire qu'on a une créance client de X, et bien cette créance client, on la fige
Et par rapport à notre historique d'encaissement, dans combien de temps les montants correspondants seront encaissés? Est-ce que le mois prochain, on sera à 80% d'encaissement, avec 20% le mois suivant? Enfin, ça peut dépendre tout à fait de votre activité et puis également de la nature des clients, sachant que l'approche peut être bien sûr affinée par panier de clients. La logique est la même pour les postes fournisseurs ou pour les dettes. Alors, on va retenir celles qui sont échues, parce que, bien sûr, vous n'avez pas intérêt à payer vos fournisseurs avant la date d'échéance, parce que ce serait vous pénaliser. Et donc là, pareil, vous allez modéliser les versements que vous allez devoir verser par rapport aux dates d'échéance qui ont été prévues. Pour les échéances fiscales et sociales, c'est la même chose. Et donc, de l'approche bilancielle qu'on avait au départ, avec les postes ouverts, on va retenir ces postes pour les intégrer dans la prévision de trésorerie, où, à l'ouverture, on reprend ces montants et on va indiquer à quelle échéance ils vont être apurés. Donc ça, c'est la première étape, le bilan d'ouverture. La seconde, qui est une étape clé et qui fait écho à un des premiers commentaires que j'ai fait en début de séance, c'est que pour avoir une prévision de trésorerie fiable, il vous faut d'abord un compte d'exploitation fiable, c'est-à-dire un compte de résultat mensualisé. Donc, vous construisez cet état, ce compte de résultat au mois le mois. Alors, vous pouvez le faire par rapport à vos estimations, mais aussi, bien sûr, par rapport à l'historique de votre activité. Vous êtes toujours en capacité, à partir de vos données comptables et financières, de voir les performances passées et donc d'en retenir quelques règles pour les performances futures et votre prévisionnel d'exploitation. Donc, vous allez indiquer les postes de chiffre d'affaires, les charges variables en lien avec ce chiffre d'affaires, les points liés au salaire, les autres frais fixes pour calculer l'EBITDA. Et en quelque sorte, c'est un compte de résultat. Et à ce compte de résultat, vous allez associer des lois d'encaissement et des lois de décaissement, en reprenant la même architecture, la même décomposition, sauf que vous allez modéliser un décalage dans le temps. Donc là, en janvier, on a prévu 2 400 000 de chiffre d'affaires. Enfin, c'est 2 400 000 de chiffre d'affaires, compte tenu des délais d'encaissement habituels, historiques, on sait qu'on va les toucher à 90 jours. Donc, ça va être en avril. Et donc, on est dans une logique glissante. On a le compte de résultat tel que vous l'avez construit. On appelle ça un budget. C'est un budget mensuel. Généralement, on fait un budget sur 12 mois. Et on va le compléter de lois d'encaissement et décaissement pour avoir un prévisionnel de trésorerie lié au flux d'exploitation. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, elle va être d'intégrer dans votre approche de flux entrant et sortant de trésorerie ce que vous avez envisagé comme dépenses en termes d'investissement, voire de désinvestissement, parce que ça peut être aussi une ressource de cash, de décider de vendre du matériel, et avec indication des flux de trésorerie que vous allez mobiliser. Alors, mobiliser pour financer ces investissements, ou alors du crédit court terme pour financer votre besoin en fonds de roulement. La quatrième étape, eh bien, en fait, ça va être de mixer les trois autres. Donc là, vous avez un exemple de prévisionnel de trésorerie avec chacune des étapes. La première, on appure les postes de bilan qui étaient ouverts au début de la prévision. Voilà, c'est cette phase 1. Dans un second temps, on a la modélisation de tous les flux d'exploitation suivant notre budget d'exploitation prévisionnelle auquel on a associé des délais de décaissement et d'encaissement, et donc ça donne ce décalage. Troisième étape, c'est intégrer dans votre approche le timing prévu pour vos investissements ou vos désinvestissements en matériel et tout ce qui concerne les flux de financement, les nouveaux emprunts, les remboursements de ces emprunts et tous les autres mouvements de trésorerie dont je parlais tout à l'heure, mouvements de compte courant ou versement de dividendes. Quelques points d'attention.
le premier sur la TVA. J'allais dire la TVA, c'est compliqué. En fait, non, c'est pas compliqué. On considère comme un flux de trésorerie, parce que finalement, c'est qu'une histoire de décalage dans le temps. Donc, dans l'approche à retenir pour les flux d'encaissement et de décaissement, le parti pris est de considérer tous les flux comme des flux TTC. Voilà. Ce qui facilite le suivi et ce qui est pertinent, parce que finalement, la TVA, ce n'est que du décalage de trésorerie. Pour la masse salariale, bien sûr, elle n'est pas forcément, elle n'est pas saisonnière. Alors bien sûr, ça dépend de votre politique d'embauche en cours d'année, mais surtout, ça dépend des échéanciers sociaux, du timing que vous retenez pour le versement d'éventuelles primes. Auparavant, il y avait le CICE, c'est plus d'actualité. Il y a tout ce qui est intérim quand vous avez des activités saisonnières. Donc ça n'est pas linéaire. On ne peut pas se contenter de prendre la masse salariale de l'année dernière sur 12 mois, on la divise et hop, on met un bout chaque mois. Non, il faut tenir compte de la saisonnalité parce que la masse salariale, ça peut être un flux de trésorerie conséquent dans vos activités. Et pour le volet impôts et taxes, je vous ai alerté tout à l'heure sur le sujet de l'impôt sur les sociétés quand il y a des variations d'activité. Après, pour tous les autres impôts, il y a des échéanciers qui sont assez clairs, fournis par l'administration fiscale, qui vous donnent les timings de décaissement. Ensuite, vous avez le tableau dans sa globalité, mais une fois qu'on l'a, enfin, on l'a pas fait pour se faire plaisir. Hein. On l'a fait pour son activité et pour prendre des décisions de gestion sur cette base. Et là, sur l'exemple, enfin sur les 2 slides suivants, vous aurez des exemples pratiques que j'ai pu traiter sur des dossiers où, en étape 1, avec notre client, on a construit le prévisionnel de trésorerie avec tout ce que je vous ai dit auparavant, donc en méthode directe, hein, et permettant d'identifier l'évolution des flux de trésorerie. On appelle le scénario initial, le scénario de base. Et une fois que ce scénario est posé, on peut commencer à réfléchir sur les leviers de financement. Là, en l'espèce, il y avait du factor. Dans le contexte qu'on a connu ces dernières semaines, avec le Covid, vous avez eu fort heureusement, bon nombre de leviers qui étaient actionnables sur le décalage d'un certain nombre de paiements de dépenses, notamment sur les dettes sociales, et donc qui permettaient de décaler ces paiements, mais sachant que certains d'entre eux resteront à décaisser. Et donc l'idée, c'est pas de, entre guillemets, polluer le scénario de base, mais c'est de le corriger à part pour qu'on ait vraiment une idée du paquet, si je puis dire, qui va rester en remboursé. Et c'est valable également pour si je prends l'exemple du PGE, si certains d'entre vous ont pu le mobiliser, le PGE, à mon sens, il n'a pas à être mis dans les flux de financement classiques qui sont là. Parce que ce n'est pas du pure exploitation. En fait, c'est une bouffée d'oxygène qui a été mise à disposition des entreprises, et fort heureusement. Et l'idée, c'est plutôt de le mettre à part pour qu'on puisse apprécier de comment et à partir de quand et suivant quelle modalité on sera en capacité de le rembourser. Donc l'idée, ça n'est pas mélanger ce PGE avec les flux classiques de financement pour votre activité en rythme normal. Second travail qu'on réalise sur la base de ces prévisions, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un travail de sensibilité. C'est-à-dire qu'on va jouer sur les principaux agrégats pour voir qu'est-ce que ça va donner en établissant plusieurs scénarios. Le premier, ça va être de jouer sur le chiffre d'affaires. Classiquement, on va se dire, on a prévu telle évolution, qu'est-ce qui se passe si on fait plus 5, moins 5, moins 10 ou plus 25% de chiffre d'affaires? Du fait que les charges variables ont été automatisées dans le fichier plus en amont, ça va permettre de voir les impacts sur la marge et sur les flux d'encaissement et de décaissement. Autre point, notamment sur l'amélioration du besoin en fonds de roulement. Là, dans ce cas d'espèce, on était dans le cas où il y avait des négociations qui avaient été faites avec des fournisseurs et qui permettaient de disposer de délais de règlement plus longs, ce qui a amélioré mécaniquement la trésorerie. Donc, si je récapitule, l'idée de la méthode directe, c'est de retranscrire au mieux de notre compréhension les flux entrants et sortants de trésorerie en horizon quelques semaines, voire jusqu'à 12 mois, en ayant ce scénario de base qui
qui ne sera jamais atteint parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Hein. Mais en tout cas, c'est une base de réflexion qui permet ensuite, dans un second temps, d'apprécier les leviers de financement qui seraient à mettre en œuvre pour passer des caps, soit pour financer des croissances, soit pour financer des passages difficiles. Et dans un troisième temps, de construire différents scénarios avec une actualisation de cette prévision de trésorerie qui permet donc, encore une fois, de prendre les bonnes décisions sur la mobilisation de trésorerie à mettre en œuvre. Voilà un exemple pratique. Maintenant, je vais revenir plus conceptuellement. Là, je vous ai présenté un produit fini. Là, je reviens sur les principes. Donc, quelles sont les sources de la prévision de trésorerie? Je vous l'ai dit, dans la première étape, c'est le bilan d'ouverture, où on a votre cash en banque au départ, les encours clients et les créances d'exploitation qui sont censés s'apurer sur les semaines à venir, les dettes fournisseurs sociales et fiscales qui constituent les dettes d'exploitation qui, elles aussi, vont être à décaisser, ce qui nous donne les postes du bilan du BFR d'exploitation. À cela, rajouter deux composantes. Ça peut être les dettes ouvertes sur les fournisseurs d'immobilisation. Vous pouvez avoir acheté une machine, mais finalement, vous savez que le flux de trésorerie sortant, ça va être que dans 2 semaines ou dans 90 jours. Et dans les dettes fournisseurs, vous allez avoir les flux de trésorerie liés aux nouveaux emprunts et au remboursement d'échéance. Donc, bilan d'ouverture, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, qui s'apure au fil des semaines et des mois suivants. L'autre facteur clé, c'est le budget dont je vous parlais. Qui est quoi le budget? C'est simple, c'est ça là, cette composante, c'est un compte de résultat. Un compte de résultat qu'on va construire au mois le mois sur la base de données passées et en fonction de vos estimations d'activité. Et ce budget, donc là, qui est pur compte de résultat, on va le corriger de flux d'investissement et de flux de financement. Donc, bilan d'ouverture, budget. Cela va se rajouter dans l'analyse des lois et des hypothèses. Une loi de décaissement. La loi de décaissement, on va commencer plutôt par les créances d'exploitation. Une loi d'encaissement qu'on va conjuguer à une loi d'appurement, et je viendrai un peu plus tard sur les définitions. Cette loi d'encaissement, ça va dire, pour tel client, il est prévu dans les conditions générales de vente, qu'il règle à 45 jours fin de mois, et donc ça, on le modélise dans la trésorerie. Mais cette loi d'encaissement, finalement, c'est la loi que vous avez négociée avec votre client, et malheureusement, quand on creuse un peu, on se rend compte que parfois, cette loi d'encaissement, c'est celle négociée, mais elle ne correspond pas à la réalité. Et il peut y avoir des retards. Et donc, finalement, cette loi d'encaissement, on la corrige par une loi d'appurement qui tient compte des retards constatés en plus, et puis aussi du fait que parfois, il y a une partie de la créance que vous ne recouvrez jamais. Ensuite, vous avez les lois de décaissement. Donc ça, c'est symétrique, c'est côté dette fournisseur, et les échéanciers sociaux et fiscaux, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et tout ça, ça va permettre de faire votre prévision de trésorerie. Avec la trésorerie et la verture, tous les flux d'exploitation qui vont donner votre trésorerie d'exploitation, leur exploitation dans les investissements, et donc la trésorerie de clôture. Donc, 3 composantes clés. Le bilan d'ouverture, le budget, les lois et hypothèses qui vous aident à construire la prévision de trésorerie en méthode directe. Alors, sur les sources d'information, comment on fait en pratique? La première source d'information, c'est simple, c'est la comptabilité. Alors forcément, plus l'échéance de la prévision est lointaine, moins le poids de la comptabilité va être fort, parce qu'il y a un degré d'imprévisibilité sur l'activité qu'on ne peut pas identifier dans les données comptables. Et donc la source, déjà ça va être le rapprochement bancaire pour être sûr qu'on part de la bonne base de trésorerie. La balance générale, donc c'est l'état des comptes, notamment pour l'appurement du bilan d'ouverture. Les balances AG, clients et fournisseurs. Alors, une balance AG, pour faire bref, c'est une ventilation de vos créances ou dettes ouvertes en fonction de leur date d'échéance. Il y a celles qui ne sont pas échues, donc c'est pas dû.
et celles qui sont échues, que ce soit des créances clients ou des dettes fournisseurs, avec un retard potentiel au-delà de l'échéance. Tout ce qui est en lien avec la TVA, et puis vos échéanciers d'emprunt et autres. Et donc là, on parle d'une base de travail qui sont les données historiques. Données historiques dans lesquelles on trouve également la loi d'appurement. La loi d'appurement dont je vous parlais tout à l'heure, c'était avec l'exemple du client, du poste client, pour lesquels on sait qu'historiquement, on a peut-être 3% d'irrécouvrables qu'on sait qu'on ne touchera jamais. Donc déjà ça, on le modélise à horizon 12 mois pour avoir un impact dans la prévision de trésorerie. Composante, c'est le budget d'exploitation. Le budget d'exploitation, comme je vous l'ai présenté auparavant, avec les flux liés à l'activité et ceux liés aux investissements, et auquel on va allouer des hypothèses de calcul. La loi d'encaissement et le délai de règlement des clients. Alors, qui est là, qui est mis DSO, mais la dernière fois, je vous avais mis un glossaire. C'est quoi le délai de règlement des clients? C'est de mesurer, finalement, en glissant, en combien de jours les clients vous remboursent, enfin vous payent. Ce qui permet, quand on en fait un suivi régulier, d'identifier d'éventuels décrochages, c'est-à-dire de rallongements qui sont structurels sur l'ensemble de votre clientèle, ou alors propres à certains clients, pour ensuite mener des actions de relance, comme j'avais présenté la dernière fois. La notion de taux d'avoir, c'est aussi important. Alors bien sûr, il y a des activités, là, vous qui êtes en face dans le webinaire, peut-être que vous n'avez jamais d'avoir à émettre pour vos clients. Mais dans certains business, c'est quelque chose qui peut être conséquent. Et suivre l'historique et le modéliser, c'est important parce que c'est une composante importante dans les flux de trésorerie parce que ça vient les minorer d'autant. Et bien sûr, on intègre également les données du délai de règlement fournisseur. Alors, sur la loi d'appurement du poste client, on en revient là et par rapport aux données historiques. Ce que je vous conseille, c'est de travailler au moins sur 6 balances âgées historiques. C'est-à-dire que pour identifier le différentiel entre ce que vous avez négocié en conditions de règlement avec vos clients et puis ce qui a effectivement été la réalité. Et malheureusement, parfois, il y a un écart. Et donc, pour être le plus fin possible, l'idée, c'est pas de se baser juste sur la dernière balance âgée en cours. C'est prendre les 6 derniers mois et de voir finalement comment elles sont apurées et est-ce que vous devez corriger ou non les lois d'encaissement que vous retenez dans votre projection de trésorerie. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le suivi comme méthode, et il y a également le suivi du délai de règlement moyen des clients dont je vous parlais, et ceci sans les factures à établir, parce que les factures à établir, il n'y a pas de facturation. Sur la loi d'encaissement du chiffre d'affaires, alors bien sûr, elle dépend de vos conditions générales de vente. Il y a des points qui sont à sécuriser, notamment quand vous avez des activités ou quand vous faites une clôture, il y a des montants importants de factures à établir. C'est-à-dire que vous savez que vous devez facturer, mais ça n'est pas encore fait. Donc ça peut être significatif, il faut le prendre en compte dans vos projections de trésorerie. Il y a le taux d'avoir dont je vous parlais. Et il y a le délai de règlement fournisseur que vous négociez avec vos fournisseurs. L'idée dans votre projection de trésorerie, c'est, compris dans la notion de best possible, c'est de dire il faut payer juste à temps. Alors surtout ne pas payer avant, parce que vous vous pénalisez, ne pas payer après, parce que voilà, c'est une mauvaise pratique, mais être clair sur le timing de versement et le modéliser de trésorerie. Autre point d'attention, mais alors qui dépend bien sûr de vos activités, c'est quand il y a des remises de fin d'année dans certaines entreprises, ça peut être significatif, et ça bien sûr il faut le prendre en compte dans la prévision de votre trésorerie. Alors, je reviens sur le point de la loi d'appurement et l'appurement pour le poste client et pour le poste fournisseur. Là, vous avez un exemple de cette loi d'appurement. Vous avez des clients groupes, quand vous avez des petits groupes et voilà, vous avez une maîtrise sur le règlement du client et on peut espérer que le taux d'appurement soit de 100%. Et puis, vous avez un historique de comment sont réglées vos créances clients. Avec à la fin, potentiellement, un taux d'impayé. Parce qu'un recouvrement de 100%, je vous le souhaite,
mais dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui, il risque d'y avoir de la perte au feu, et il faut être en capacité d'en tenir compte dans vos prévisions de trésorerie. La logique est la même pour les dettes fournisseurs, où là, encore une fois, l'enjeu, pour vous, c'est le paiement juste à temps. Donc, quand c'est échu, vous devez payer. Si vous devez payer, vous le modélisez dans le prévisionnel de trésorerie. Après, c'est important pour vous également d'avoir une visibilité sur ce qui n'est pas échu, mais qui est à telle ou telle échéance. Parce que ça va vous permettre de l'intégrer dans votre prévisionnel de trésorerie. C'est bien sûr important pour vos flux d'exploitation, mais c'est déjà important lorsque vous prenez le bilan d'ouverture. C'est-à-dire qu'au moment où vous commencez la prévision de trésorerie, vous avez des dettes fournisseurs ouvertes. Ces dettes fournisseurs, il ne faut pas les payer tout de suite, parce qu'il y a des échéances qui sont prévues. Il faut que vous ayez conscience de ces échéances pour pouvoir ensuite mettre les décaissements correspondants dans le bon mois, voire la bonne semaine si la vision est plus fine, de votre prévision de trésorerie. Alors, comment les actualiser? Là, vous avez le tableau global que je vous ai montré tout à l'heure avec bilan d'ouverture, budget, loi hypothèse, pour avoir la prévision de trésorerie. Sur le bilan d'ouverture et le budget. Bon, à chaque nouvelle prévision de trésorerie, si vous la faites mensuellement, eh bien, on a un nouveau bilan d'ouverture. Donc, il faut prendre les nouveaux postes et les apurer sur les semaines, voire les mois à venir. Ensuite, votre budget d'exploitation, il a pu être revu. Alors, il a été revu, je pense, fortement dans le contexte qu'on connaît actuellement, mais d'une manière générale, il peut y avoir des évolutions à la hausse et à la baisse. Et l'idée, ce n'est pas de partir du budget historique, c'est de se dire, bon, voilà, par rapport au réalisé, j'avais fait un budget au 1er janvier jusqu'à fin décembre. Là, on est au mois de mars, au mois d'avril. Est-ce que j'estime que ce que j'avais projeté comme flux d'activité de mai à décembre, c'est la même chose que ma vision début janvier ou est-ce que c'est différent? Et du coup, je l'ajuste. Et si j'ajuste ce budget d'exploitation, eh bien, ça mécaniquement, ça va également jouer sur les flux de trésorerie. Et puis parfois, il peut également y avoir une saisonnalité qui est à prendre en compte dans l'évolution de l'activité. Ensuite, pour les lois d'encaissement et d'appurement, eh bien, on est donc finalement un environnement qui bouge sans cesse. Et c'est dans la même logique que l'actualisation du budget d'exploitation. Il se peut très bien qu'il y ait une dégradation ou une amélioration suite à vos actions des délais d'encaissement et décaissement. Donc, il vous faut intégrer ces évolutions dans vos projections. Après, encore une fois, la prévision de trésorerie, ce n'est pas un relevé bancaire prévisionnel. Donc, votre prévision de trésorerie, je vais dire ça sur le ton de la plaisanterie, mais elle sera toujours fausse. Parce qu'il y a plein de jeux qui viennent, plein de facteurs qui viennent fausser la donne, notamment les mois glissants, les dates de valeur. Enfin, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de projeter au mieux le niveau de votre activité avec ces flux de trésorerie associés pour que vous sachiez où vous allez, vous, en tant que chef d'entreprise, et que vous soyez en capacité d'identifier de potentiels leviers à mettre en œuvre pour améliorer la situation et ensuite communiquer des informations concrètes auprès de vos financeurs. Donc, dans cette phase de contrôle budgétaire de la prévision, on contrôle bien sûr les données passées, parce qu'au besoin, ces données passées elles donnent une nouvelle matière pour faire les projections futures. Et ces projections, au fil du temps, on regarde un peu leur réalisé. C'est-à-dire que je vous disais que vos projections seront toujours fausses, oui, mais la question c'est, elles sont fausses à quelle hauteur? Et donc de regarder vos prévisions passées, finalement, comment elles sont débouclées pour que après 2, 3, 4, 5, 6 actualisations, vous soyez toujours plus fin dans votre projection de trésorerie sur la base de votre historique. Alors, dans un contexte, mais je ne pense pas qu'il soit le vôtre, où il y a un poste de trésorier qui gère le très court terme et les dates de valeur, sa mission du trésorier, elle entre dans le cadre de tout ce qu'on vient de se dire. Sauf que lui, il va travailler en date de valeur. Moi, en pratique, je vois ça dans des groupes de taille vraiment conséquente, où il y a vraiment un objectif de pilotage avec un degré de précision proche de celui de l'extrême bancaire. Mais donc, c'est une composante de cette approche globale.
mais je ne vais pas m'attarder plus là-dessus parce que je ne pense pas que ce soit notre quotidien respectif. Donc, sur ces prévisions de trésorerie telles que je les ai présentées. Alors, pour rappel, méthode indirecte, donc c'était à partir du compte de résultat et des besoins en fonds de roulement qu'on modélise au mois le mois et qui est plutôt destiné à des banquiers et à des actionnaires pour un suivi mensuel, et la méthode directe qui, elle, est plus dans une logique d'encaissement, décaissement, plus court terme et qui est plus opérationnelle dans des contextes de difficultés de trésorerie. Alors, les interlocuteurs, bon, après tout à l'heure, Philippe en parlait, j'en avais parlé la dernière fois, donc je ne vais pas me répéter, mais bien sûr, il y a au sein de la direction financière, de la comptabilité, enfin, c'est important, quelle que soit la taille de votre entreprise, d'avoir des outils qui vous permettent de savoir où vous en êtes et de prendre les bonnes décisions de gestion. Pour vous, en tant que dirigeant, ça permet de vous positionner, de dire, mais finalement, est-ce que je vais pouvoir investir, racheter un concurrent, changer de locaux, acheter du nouveau matériel, ou, compte tenu de ce que je projette en flux de trésorerie d'exploitation, je ne vais pas générer assez de trésorerie, et du coup, le banquier ne voudra peut-être pas me prêter, et du coup, je décale ces investissements. Et ça joue aussi sur votre stratégie de rémunération. Après, vous avez tous, nous avons tous des enjeux personnels. Enfin voilà, c'est la vie. Hein. À un moment donné, on peut avoir envie de sortir de l'argent de son entreprise par rapport à des projets personnels. Ça, c'est une composante importante parce que si vous n'avez pas cette prévision de trésorerie, c'est difficile pour vous de dire est-ce que je verse un dividende, est-ce que je me rembourse du compte courant, ou est-ce qu'à l'inverse, il faut que je remette de l'argent dans la boîte, ou que du coup, je me calme, j'attends l'année prochaine avant de retirer de la trésorerie, parce que j'ai peur que si je le fasse, je grève la capacité de mon entreprise à continuer à bien fonctionner avec une trésorerie suffisante. Donc, la prévision de trésorerie, elle est bien sûr intéressante aussi pour vous en tant qu'actionnaire, et puis avec vos co-actionnaires, si vous êtes plusieurs associés dans l'entreprise, pour avoir de la visibilité. Et puis bien sûr, vos banquiers. Plus vous serez en capacité de leur démontrer que votre entreprise est pilotée et que vous identifiez en amont des difficultés et que vous venez déjà avec des propositions de solutions dans lesquelles le banquier va être partie prenante, mais des propositions de solutions sur lesquelles vous avez réfléchi, ça démontre vraiment que vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes un partenaire de confiance et ça va nettement faciliter le dialogue avec le banquier. Alors, autre point pratique, je vais aller vite. J'en reviens à la prévision de trésorerie, plus précisément à ce qui est en amont, les hypothèses clés du budget. Parce qu'encore une fois, c'est votre budget, donc en simple, votre compte de résultat au mois le mois, qui est structurant. Donc, ça paraît tout bête, hein, mais ça ne l'est pas. Là, vous avez quelques exemples. Il faut que vous expliquiez toutes les hypothèses que vous avez retenues dans cette construction du budget d'exploitation. Alors déjà pour vous, hein, mais aussi si vous êtes amené à le communiquer à vos associés ou aux banquiers. Pourquoi? Parce que voilà, quand nous on fait ce type de mission, alors il y a des hypothèses voilà, qu'on fait évoluer sur ça va être quoi le niveau chiffre d'affaires, le taux de marge, le niveau de charge variable, les charges externes. Donc il y a des hypothèses qui sont très structurantes qui sont prises, et là-dessus, nous on va se positionner. Est-ce qu'on estime que c'est cohérent ou pas? Et ça va être important dans la grille de lecture d'un banquier, de se dire est-ce que finalement les hypothèses sont trop volontaristes ou est-ce qu'elles sont prudentes et du coup, entre guillemets, j'y crois. Donc ça, c'était pour le prévisionnel, donc le compte de résultat prévisionnel. Et ensuite, pour la seconde étape qui est de construire le prévisionnel de trésorerie qui est associé. Alors, je me répète, mais en y associant les lois d'encaissement et de décaissement, là encore, il y a des hypothèses qui sont structurantes. Alors, vos hypothèses, par définition, ce sont des hypothèses. Donc, l'idée, c'est d'être transparent sur ce que vous avez retenu comme hypothèse pour que vos interlocuteurs puissent se faire leur idée sur le fait que est-ce que c'est plus ou moins réalisable ou pas. Et ça fait écho avec ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans la présentation sur l'opportunité de faire quelques scénarios différents, un attendu, un dégradé et un optimiste, pour voir finalement quelles sont les évolutions de trésorerie qui en découleraient. Et ça démontre encore une fois votre bonne maîtrise de votre activité. Alors,
Pour faire le lien avec la présentation la dernière présentation que j'avais faite sur les leviers d'optimisation de la trésorerie, puisque là, on a vu comment la construire, la prévision. On a vu comment la construire à partir d'un budget d'exploitation pour faire un prévisionnel de trésorerie. Et ce prévisionnel de trésorerie, oui, il sert à voir où vous en êtes et à communiquer. Mais son intérêt le plus grand, c'est quoi? C'est d'avoir un outil de pilotage. C'est-à-dire que sur cette base, vous allez peut-être identifier des problématiques au sein du fonctionnement de votre entreprise, sur parfois dans votre activité des choses qui ne sont pas fluides dans votre rythme de facturation, dans la manière dont vous réalisez vos prestations, dont vous livrez vos marchandises. Donc, ça va vous donner un outil qui va lever des sujets, qui va vous amener à travailler sur souvent les composantes du besoin en fonds de roulement. C'est comment je fais pour maîtriser au mieux mon post-client, mon niveau de stock et mon suivi des fournisseurs. Et au gré des plans d'action que vous mettrez en œuvre, eh bien, vous en verrez les effets progressivement dans ces prévisions de trésorerie. Encore une fois, la prévision de trésorerie, elle doit être évolutive et elle doit servir à suivre les évolutions favorables de tout ce que vous avez pu mettre en œuvre dans votre organisation pour que les encaissements soient plus rapides et les décaissements soient faits juste à temps. Là, sur les deux slides suivants, vous avez un exemple de plan de trésorerie avec toutes les méthodes directes, avec les flux d'exploitation, hors exploitation, investissement et flux de financement. Une échelle temporelle et par rapport à tout ce que je vous avais dit précédemment sur les différents plans d'action, les plans d'action qui sont envisageables pour améliorer la trésorerie, ils sont placés dans le temps, là. Donc, sur ces plans d'action, pour simplifier le propos, ils ont été mis dans ce tableau en fonction de deux critères. C'est qu'est-ce que ça concerne comme flux de trésorerie et dans quel timing j'actionne cette action. Est-ce que c'est plutôt du court terme ou est-ce que c'est plutôt du long terme? Et donc là, sur la planche précédente, c'était sur les flux d'exploitation. Là, c'est sur les flux d'investissement et les flux de financement. Donc, en conclusion, l'objectif de la prévision de trésorerie, c'est d'avoir de la visibilité sur votre cash, de pouvoir le communiquer et d'en faire un outil pour améliorer le fonctionnement de votre entreprise. On part sur une prévision de base que vous avez construite sur la base de données historiques et en impliquant tous les acteurs clés de votre entreprise. Alors, vous pouvez être seul, mais vous pouvez aussi avoir une équipe avec un commercial, deux commerciaux, un comptable, un DRH, ça dépend vraiment de la taille de votre entreprise, pour construire le budget d'exploitation. Et ensuite, vous avez les lois d'encaissement, de décaissement et les lois d'appurement telles que je vous les ai définies tout à l'heure, qui vont appliquer sur ces données, qui vont vous donner la prévision de base. Et ces prévisions de base, au fil du temps, elles doivent être actualisées, déjà pour l'affiner dans son mode de construction, et surtout pour en faire un outil opérationnel qui vous permette d'améliorer votre trésorerie. Le message clé que j'aimerais faire passer, c'est que quand on intervient chez nos clients sur ce type de mission, on ne va pas vous ramener du chiffre d'affaires. Hein. C'est pas vous mettiez, vous les maîtrisez, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, avec une activité similaire, très souvent, vous pourriez générer beaucoup plus de trésorerie. Pourquoi? Parce que le fonctionnement des entreprises est ce qu'il est, et très souvent, il y a une inertie et des retards qui ne sont pas toujours identifiés, et on commence à creuser les sujets et à identifier les points quand c'est trop tard. Et souvent, c'est quand ça va bien qu'il faut commencer à réfléchir, parce que ça permet de couvrir de potentiels risques à venir, de perte d'activité, perte d'un client, perte d'un collaborateur clé. Enfin, voilà, cette prévision d'exploitation avec son volet trésorerie d'exploitation est vraiment important pour piloter votre activité. Donc, les derniers conseils, soyez exhaustifs. Et quand je dis exhaustif, c'est impliquer tous les acteurs clés pour avoir vraiment toutes les infos utiles. Soyez objectifs. C'est pas facile d'être objectif. Hein. Ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de ne pas modéliser des hypothèses optimistes. Oui, je vais payer un peu plus tard tel fournisseur.
je pense que je vais faire plus de chiffre d'affaires. Enfin non, l'idée, c'est pas de vendre du rêve à votre banquier ou à vos associés. C'est d'être le plus objectif possible. Il faut faire un suivi au fil du temps de ces prévisions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. Et le faire avec des outils adaptés, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense que vu la taille, je pense, de votre entreprise, un Excel dans un puisqu'il permet une certaine souplesse. Après, pour des entreprises de taille plus importante, il peut y avoir des logiciels métiers qui peuvent être utiles. Donc voilà, je conclus ce second module avec le volet qui était plus opérationnel sur la construction de la prévision de trésorerie avec les deux méthodes, indirecte et la méthode directe. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Il y a une question que pose un certain Nicolas et qui disait en période de reprise d'entreprise, dans la phase et aval, qui peut nous accompagner pour faire réaliser un tableau de flux de trésor prévisionnel? Et après, il demande accessoirement combien ça peut coûter. Alors, ça va dépendre déjà de comment vous êtes structuré en taille d'entreprise. Est-ce que vous avez un comptable? Est-ce que ce comptable, il a les compétences pour le faire? C'est difficile pour un responsable comptable de gérer la comptabilité, gérer une équipe, faire les payes, être votre interlocuteur sur la finance, faire une prévision de trésorerie. Enfin voilà, les journées ne font que 24 heures. Et puis, il peut y avoir un sujet de compétences. Après, vous pouvez avoir un expert comptable. Un expert comptable, normalement, il peut être en capacité de faire ce travail. Après, je fais parfois une comparaison d'expert comptable avec un médecin. Un médecin, il y a tous les médecins. Il y a des généralistes, des pédiatres, un gynécologue obstétricien, un neurologue, un gastro-entérologue. Enfin, chez les experts comptables, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un expert comptable qui va vous dire « je sais tout faire, je sais faire la paye, des prévisions de trésorerie, un audit d'acquisition, du conseil patrimonial », c'est pas possible parce qu'on n'est pas des cerveaux surdimensionnés. Donc, l'idée, c'est de s'adresser à un vrai spécialiste. Peut-être que votre expert comptable est en capacité de le faire ou il ne l'est pas. Et à ce compte-là, il faut appeler quelqu'un d'autre, notamment des acteurs comme nous. Après, sur le tarif, c'est extrêmement variable parce que ça dépend complètement de la complexité de votre entreprise. Entre une TPE seule et un groupe de 25 entreprises qui vont à l'export, enfin voilà, c'est totalement différent. Nous, on est habitué à travailler dans les deux contextes. Et donc, une prévision de trésorerie, ça va aller de 5 000 euros à 60 000 euros pour faire un outil clé en main qui va être utilisé par un grand groupe. Enfin, voilà, c'est totalement, ça dépend totalement de la masse de travail et du degré ensuite d'appropriation de l'outil. Ok, moi j'ai pas d'autres questions, a priori. Merci Frédéric. N'hésitez pas, hein. Moi, oui, n'hésitez pas, j'entendrai si ça sonne. Est-ce qu'on voit ton nom, le diaporama, on le voit? Oui, oui. Ouais. Okay. Alors, moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure et j'ai changé un peu de discours. C'est quelque part, tu parlais de trouver des hypothèses clés et des scénarios, à un moment donné, qui étaient intéressants pour présenter justement à ses financeurs et à ses actionnaires, hein. Et en ce sens, nous, on a justement également vertu à pouvoir accompagner l'entreprise à monter ces hypothèses clés et ces scénarios, notamment par des produits, par des services que nous proposons. Alors, en l'occurrence, on a déjà ce diagnostic d'auto-évaluation en ligne de la trésorerie qui permet déjà d'analyser, faire une première lecture de vos pratiques. Et pour savoir, tu parlais à un moment donné, Frédéric, comment vous encaissez vos clients? Alors, il n'y a pas forcément comment vous livrez vos clients, mais comment vous les relancez. Donc, dans ce diagnostic d'auto-évaluation, vous avez déjà une série de réponses. Et je vous mettrai le lien, enfin, il est là, mais je vous le renverrai aussi, hein. Après, il y a un autre aspect des choses, c'est dans le cas des hypothèses clés ou des scénarios, s'il fallait retrouver un certain niveau de chiffre d'affaires, hein, parce qu'on a perdu des clients, parce qu'il faut développer une nouvelle activité pour tout cela, on a également des prestations donc, qui vont dans le sens de renforcer son efficacité commerciale. Et tout ça, aussi, quand on veut adresser un nouveau type de client ou une nouvelle manière de leur vendre, on peut également réfléchir
à une manière de leur vendre. Comment est-ce qu'on leur vend? Est-ce qu'on fait un abonnement? Est-ce qu'on fait des choses à livrer? Enfin, tout ça, ça permet, c'est le moment ou jamais de réfléchir à des nouveautés, hein. Tout cela pour vous permettre de réussir votre tour de table, hein. Et puis, accessoirement, on a aussi des prestations qui vont dans le sens de la réduction de la facture énergétique. Et là, je ne parle que, ça c'est 5 prestations sur le bon nombre qu'on a, mais c'est celles qui sont orientées sur ce sujet-là, hein. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir posé des questions. Le diaporama, le webinaire, je recommence, est enregistré. Sous 2 jours, il sera disponible sur YouTube. Nous enverrons les liens vers ce webinaire. Nous enverrons et également les liens vers le diagnostic en ligne. Il ne me reste qu'à vous remercier, à remercier Frédéric Ripaud et à vous souhaiter un bon appétit et une bonne journée. Au revoir à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.